Chers élèves de 4e, rebonjour, donc troisième vidéo consacrée donc toujours au cours sur la révolution industrielle en Europe. Alors je vais cette fois commencer à m'intéresser d'un petit peu plus près à la deuxième partie du cours qui porte sur la civilisation industrielle. Bon, je pense que vous avez quand même, à partir des premières explications que j'ai pu apporter, que vous avez quand même compris donc en quoi donc il y a vraiment un changement majeur donc, qui intervient au 19e siècle avec l'industrialisation, sachant que tout ce qui avait précédé relevait plutôt de ce qu'on appelle l'artisanat. Je rappelle qu'il y a une différence entre un artisan et un ouvrier. Un artisan, c'est quelqu'un qui théoriquement est spécialisé dans un métier et surtout qui réalise la production de l'objet à tous ses stades de sa fabrication. Il est un petit peu au four et au moulin, quoi. C'est particulièrement le cas, notamment dans les villages avec, par exemple, le maréchal ferrant, le cordonnier, le menuisier. Ce sont des gens donc, qui travaillent à leur rythme, qui travaillent sur commande, qui produisent des objets sur mesure, généralement des pièces uniques. Donc on est déjà assez loin de l'industrie de ce point de vue. Et puis surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la productivité d'un artisan, elle est globalement assez mauvaise ou limitée, précisément parce qu'il participe à tous les stades de la fabrication de l'objet. Or, dans l'industrie, et en particulier dans les usines, qui ne sont pas simplement des endroits plus grands qu'un simple atelier, mais qui sont surtout organisés différemment dans la répartition du travail, l'ouvrier, lui, ne se consacre qu'à une seule tâche. Repenser à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de l'élève puni qui recopie ses lignes. L'ouvrier, lui, s'il recopie ses lignes, il les recopie d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'en fait il se concentre sur un mot et puis il va le reproduire de façon systématique toute la journée, et la suite de la phrase va être complétée par d'autres ouvriers qui eux vont le charger de reproduire un autre mot tout au long de la journée. On peut faire ce parallèle-là. Donc forcément dans ce cadre-là, la productivité augmente considérablement, et c'est pour ça que l'artisanat petit à petit va, sinon disparaître, du moins perdre beaucoup d'importance, et c'est un processus qui va donc s'accélérer beaucoup au XXe siècle. Alors, on arrive là donc sur une partie du cours que j'ai intitulé la civilisation industrielle. C'est le grand 2. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de civilisation industrielle? Parce que, effectivement, on est entré dans une nouvelle ère, dont je rappelle que possiblement dans les siècles futurs, les historiens nommeront cette période, la qualifieront d'ère industrielle. On peut vraiment parler de civilisation industrielle dans le sens où, certes, les moyens de transport sont transformés, certes, le quotidien des gens est transformé, mais ce qui se transforme aussi, ce sont les paysages, en fait, et notamment les paysages urbains. C'est-à-dire que l'industrialisation commence à se voir de plus en plus en ville. Alors il y a un exemple déjà qui est très intéressant, qui est la généralisation du métro dans toutes les grandes villes du monde. C'est notamment le cas à Paris. Alors évidemment, ça représente des travaux assez pharaoniques, mais là, on est vraiment, si vous voulez, dans une logique qui consiste à appliquer donc le principe industriel à un moyen de locomotion qui va concrètement simplifier beaucoup la vie des gens, puisque ça permet de se déplacer très facilement d'un endroit à un autre dans Paris. Ça permet d'éviter les encombrements. Ça permet d'éviter ce qu'on ne qualifie pas encore tout à fait d'embouteillage à l'époque, mais ça ne va pas tarder à arriver. Cette réalisation donc, du métro qui commence dès la fin du 19e siècle est un premier symbole possible de cette civilisation industrielle qu'on commence à voir apparaître dans les grandes villes. Et il y a un autre symbole qu'il me paraît inévitable d'évoquer, enfin au moins d'évoquer, qui est bien évidemment la fameuse Tour Eiffel, qu'on considère aujourd'hui comme le monument historique français le plus célèbre au monde. Si vous interrogez des étrangers et que vous leur demandez de citer quelle est la première image qui leur vient à l'esprit à l'évocation de la ville de Paris,
c'est incontestablement la Tour Eiffel qui va tomber comme réponse. Sachant que ce n'est pas automatiquement l'édifice aujourd'hui le plus élevé du monde, mais dans le contexte où il a été construit, il a vraiment marqué les esprits. Alors ce qu'on peut préciser à ce sujet, c'est que, aussi étrange que ça puisse paraître, à l'origine, la Tour Eiffel n'avait pas vocation à rester en tant que monument. Il s'agissait en fait à l'origine d'un monument temporaire, provisoire, conçu et commandé donc par la France à l'ingénieur et architecte Gustave Eiffel, dans le cadre de l'exposition universelle, qui avait pour objectif de montrer le savoir-faire et les progrès techniques des différents pays représentés. La France donc a choisi Gustave Eiffel et lui a passé une commande donc pour concevoir cet édifice donc, qui portera son nom, la fameuse Tour Eiffel, faite totalement en fer et en acier. C'est une sorte de mécano géant, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce très vieux jouet qu'on appelle le mécano. Donc on peut vraiment parler de civilisation industrielle parce que cet assemblage de poutres, de boulons, qui est un ensemble en fait de pièces purement métalliques, finit par former une espèce de gigantesque œuvre d'art. Donc on peut considérer effectivement que c'est un pur symbole de ce qu'on appellera la civilisation industrielle. On ajoutera que Gustave Eiffel a réalisé de très très nombreuses œuvres métalliques, hein, d'une manière générale, et à ce sujet d'ailleurs Bordeaux est concerné puisque le pont de chemin de fer donc qui traverse la Garonne, hein, et qui est apparu au XIXe siècle, lui aussi, est également une conception de Gustave Eiffel, et à ce titre, il est considéré comme un monument historique. Alors, donc comme je l'ai expliqué, donc l'environnement quotidien des ouvriers, il est complètement transformé. Et plus précisément, en fait, en soi, le statut d'ouvrier mérite d'être un petit peu interrogé, parce que la première question qu'on peut se poser, au fond, c'est d'où viennent ces ouvriers, ces mineurs. Donc les mineurs, c'est ceux qui extraient donc, les minerais, tandis que les ouvriers plus classiques sont ceux qui sont amenés à fabriquer des produits à partir de ces minerais qui sont extraits. Alors, on extrait du charbon, bien évidemment, le charbon étant utilisé comme combustible, mais on extrait aussi ce qu'on appelle des métaux, hein, et ces métaux ensuite vont être fondus, et pour certains vont être même mélangés pour former ce qu'on appelle des alliages, hein, c'est le cas de l'acier notamment, qui à l'état naturel n'existe pas, mais ces alliages ont la particularité de rendre les métaux beaucoup plus solides, ce qui est quand même un avantage incontestable. Alors, ces ouvriers et ces mineurs sont des gens qui, à l'origine, viennent de la campagne. Et là, on va être amené à évoquer un phénomène que vous connaissez déjà, qui est ce qu'on appelle l'exode rural. Alors, l'exode rural en Occident, il se met vraiment en place à partir du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que, effectivement, cette industrie, elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, même si une partie du travail est automatisée, il faut encore des êtres humains pour actionner les machines, pour se répartir le travail dans les usines ou à la mine. Donc les campagnes constituent un réservoir de main-d'œuvre quasi inépuisable, et beaucoup de gens qui, à l'origine, donc, sont issus de la campagne, quittent d'autant plus facilement leur village et leur campagne pour aller s'installer en ville, parce qu'ils ont besoin de travailler. Au XIXe siècle, l'agriculture n'est pas très performante, les rendements sont plutôt décevants, et c'est assez difficile en fait pour pas mal de gens d'arriver à vivre de sa terre, surtout quand on n'en est pas propriétaire. Si on est par exemple ce qu'on appelle un simple ouvrier agricole, c'est-à-dire donc quelqu'un qui ne possède pas sa terre et qui se vend auprès de chefs d'exploitation, il peut éventuellement trouver du travail, mais il ne va pas forcément gagner très très bien sa vie, et puis surtout en fonction des aléas climatiques, en fonction de la qualité des récoltes, il peut se retrouver très facilement au chômage. C'est un cas de figure qui s'est produit notamment en Irlande, un pays d'Europe assez pauvre, qui au XIXe siècle a été victime d'une terrible famine, provoquée notamment par l'effondrement de la production de pommes de terre, ce qui a incité d'ailleurs pas mal de paysans irlandais carrément à quitter l'Irlande et aller s'installer notamment aux États-Unis.
pour se construire un avenir meilleur. Donc, si vous voulez, le principe d'exode rural, il se met en place donc, au XIXe siècle parce qu'il y a un besoin important de main-d'œuvre dans l'industrie, et cette main-d'œuvre, donc, c'est les zones rurales qui vont la lui fournir. Alors évidemment, ça constitue un énorme changement dans la vie des gens concernés. On passe d'un environnement, on va dire, rural et naturel à un environnement urbain et industriel. Donc forcément, ça constitue un choc très important. Et donc du coup, les ouvriers sont un peu déracinés et vont être amenés à créer leur propre culture pour compenser donc, cet effet de déracinement. Alors ça passe notamment par le détachement progressif de la religion chrétienne, qui était très présente dans les campagnes, mais qui devient beaucoup moins attractive dans les milieux urbains et industriels. Et on va avoir l'occasion de voir dans une dernière vidéo que je vais consacrer à ce sujet spécifiquement, que ça va se traduire aussi par une action politique, car la question sociale, et notamment les conditions de travail, et la manière dont les ouvriers sont traités est un sujet absolument inévitable, et ça va nous amener notamment à nous intéresser à le développement donc, des idéologies de gauche et d'extrême gauche. A tout de suite.